Bonjour, bienvenue sur Content Culture, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo BD avec les sorties de ce mois de mars, les meilleurs titres parus dans une sélection qui ne comporte pas moins de 20 titres. J'ai vraiment essayé de ne garder que les meilleurs, c'est pour vous dire. Le choix a été cornélien, il y a de tous les styles bien sûr, il y a de la fantasy, de la SF, du polar, de l'historique, du comics, du manga, bref, du roman graphique, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis à la fin de cette vidéo, le tirage au sort du concours Monica. Vous avez été très nombreux à participer. Je ferai le tirage au sort pour déterminer qui va gagner le Fauve d'Or d'Angoulême de cette année. Voilà, on commence tout de suite avec une nouveauté qui vient tout juste de sortir. C'est Elric, le nécromancien, tome 5. En fait, c'est le début du deuxième cycle par les scénaristes Blondel et Cano et un nouveau dessinateur qui s'occupe d'Elric, Valentin Séché, qu'on a déjà vu chez Métabaron ou chez Conan le Barbare. C'est un superbe dessinateur et on est vraiment ravis qu'il s'occupe maintenant de la destinée d'Elric, le nécromancien, qui vient de tout perdre puisque eh bien, il est parti de son île où il a absolument tout perdu. Il était empereur, il avait une princesse et il se retrouve avec son épée maudite Stormbringer. C'est adapté des romans de Michael Moorcock. Voilà, c'est une grand classique de la fantasy. Et premier cycle avait été très bon, avec des changements un peu de dessinateur au fur et à mesure du cycle. Mais là, j'espère que Valentin Séché va continuer, parce que moi, j'adore son trait. Et là, on retrouve vraiment le Elric tel qu'on a envie de le connaître, ce loup blanc, voilà, cet empereur sorcier maudit qui, en fait, est faible et est obligé de se nourrir de potions pour survivre, et dont l'âme a été prise par son épée magique Stormbringer, qui réclame des âmes et qui lui joue des tours. Voilà, c'est de la pure fantaisie. On se retrouve avec des bateaux de pirates, des sorciers, des princesses. C'est voilà, mais le trait et le dessin sont vraiment excellents. Et c'est un très bel album de BD qui n'a le défaut que d'être un peu court. Le second tome, donc le second cycle, il y aura un, 2, 3, 4 tomes. Voilà, il y avait les 4 tomes aussi sur le premier. Donc voilà, c'est très bien, c'est chez Glénat. Et je vous le recommande absolument si vous êtes fan de fantasy. On passe sur du comics avec deux titres qui sont sortis assez proches l'un de l'autre. Le tome 1 et 2 de A Vicious Circle de Mattson Tomlin et Lee Bermejo. Tomlin c'est au scénario, Bermejo c'est au dessin, chez Urban, tome 1 et 2. Alors ça parle de quoi, Vicious Circle? Eh bien, à l'instar d'Ecoland, dont je vous avais présenté, que j'avais beaucoup aimé, on se retrouve avec un comics avec des dessins absolument magnifiques de Lee Bermejo qu'on a pu voir dans des Batman, des choses comme ça. Vraiment un dessin à tomber par terre. Où on va retrouver un personnage qui est dans une époque, dans les années, on va dire, 50, et qui se retrouve avec une créature au fond de son garage, une sorte de personnage assez malfaisant, et ce personnage va réussir à s'échapper, et on va par la suite se retrouver avec une course-poursuite entre deux tueurs, ces deux personnages qui s'affrontent dans des dimensions parallèles. À chaque fois qu'ils vont tuer quelqu'un, ils vont changer de dimension, changer de monde, on va dire. Et donc, ils en profitent, les auteurs, pour faire changer le style de dessin. Lee Bermejo va nous faire des styles de dessin complètement différents en fonction des lieux et des endroits, avec des colorisations, voilà, et des choses vraiment différentes, comme dans Ecoland, qui avait déjà pris ce parti pris. Et franchement, c'est une histoire en 3 tomes, et c'est absolument ébouriffant au niveau du dessin et de l'histoire. Le seul regret qu'on pourrait avoir, c'est vraiment que c'est assez court en termes de pagination, et que ça ne durera que 3 tomes. On aurait envie que ça aille plus loin, et peut-être avoir une intégrale, mais en tout cas, Vicious Circle, c'est excellent. Le concept est très bon de ces deux assassins qui se battent à travers les mondes. Ensuite, on va chez Bliss avec L'œil d'Odin de Joshua Dysart, tome
Giorello et Diego Rodriguez, un peu de mal. Bliss, alors c'est quoi? Eh bien là, l'œil d'Odin, on est à fond, mais alors quand je vous dis à fond, chez les Vikings et la mythologie de ces royaumes du Nord, avec une jeune fille qui va avoir des visions du Valhalla et de Odin qui va lui apparaître. Et Odin, vous savez qu'il a un œil en moins, et donc elle va rentrer en transe, elle va devenir une berserker, elle va devenir une guerrière incontrôlable, en crise, des crises de furie, et donc elle va partir dans une quête pour retrouver ce Odin et savoir ce qu'il en est. Et du coup, dans cette quête initiatique, on va se retrouver avec plein de personnages, un dessin qui fait penser un peu à Loisel, je ne sais pas si vous le trouvez aussi. Et donc, eh bien, cette guerrière viking, eh bien, elle va se faire des compagnons, et on va voir tous les mythes, vraiment. Alors là, c'est un masterclass des mythes du Nord, avec un très beau dessin. Voilà, l'héroïne a l'air un peu enfantine comme ça, mais en fait c'est très violent. Il y a pas mal de sang, ça y va, franchement. En même temps, les Vikings, c'est pas des fins. Et donc voilà, on se retrouve avec plein d'histoires. C'est très bien dessiné, c'est très agréable à lire. Si vous aimez ces mythes nordiques, allez-y à fond. Le seul petit bémol, c'est qu'en fait, ce n'est pas une histoire complète et qu'à la fin, eh bien, on se retrouve avec une fin, mais complètement ouverte. Ils sont en train d'aller vers chez Odin et ça s'arrête là. Donc j'espère qu'il y aura un tome 2. Il n'y a rien de marqué, rien annoncé, mais c'est le seul défaut. Sinon, le tome est très bon. Ça coûte 26 € chez Bliss. Ensuite, alors là, c'est un des blockbusters de ce mois, c'est Murena. Murena, chapitre 12e, Mort d'un sage, de Dufaux, Théo et Delaby, chez Dargaud, le regretté dessinateur Delaby, qui avait vraiment un dessin qui avait fait quasiment les 2 premiers cycles de Murena, un dessin extraordinaire et qui malheureusement est décédé, et le dessin a été repris par le dessinateur italien Théo, dont c'est le 3e tome à ce jour à dessiner. Alors effectivement, le dessin n'est pas le même, même si Théo est très bon. Delaby, pour moi, c'était absolument génial, qui avait fait déjà de superbes tomes. Et donc du coup, c'est vrai qu'il s'en sort dans un style différent, c'est très agréable à lire, mais je pense aussi que les tomes, les 3 derniers tomes sont un peu plus faibles aussi au niveau du scénario, ça délaye un petit peu, mais Murena, c'est le blockbuster de la série d'histoire, c'est quand même le top. On a vraiment envie de continuer à voir le destin de Murena et de Néron, cet empereur romain. C'est très fidèle historiquement, et voilà, on a énormément de plaisir à continuer. Ça, donc, c'est la fin du 3e cycle, et le 4e cycle sera le dernier. Donc, on aura la fin de l'histoire. C'est toujours très bon sur ces Romains, la décadence de l'Empire romain, et toutes ces intrigues. C'est quand même un très bon dessin, et on a envie vraiment de finir cette histoire de Murena, qui est sûrement la plus grande série historique sur Rome. Donc vraiment, c'est très bien. Ensuite, on continue avec Dark Ride, un comics chez Delcourt. Alors la couverture est pas super alléchante, de Joshua Williamson, Andrei Bressan et Adriano Lucas, tome 1/3. Eh bien, j'ai été agréablement surpris par une petite pépite de comics dans l'horreur, avec un thème qui me plaît beaucoup, celui d'un homme qui, dès le début, va une sorte de Walt Disney de l'horreur. Il a la petite moustache et tout, il va tuer sa femme, et il va créer un parc d'attractions type Walt Disney, mais version horreur, avec plein d'attractions terribles et horrifiques. Et dans ce parc qui a beaucoup de succès, les jeunes gens viennent s'amuser à se faire peur, mais il semblerait que les créatures ne soient pas que des déguisements, et qu'il y ait vraiment des monstres et de l'horreur. Et on va suivre un jeune homme qui va se faire embaucher dans ce parc, et qui est fan d'horreur, et qui va rapidement s'apercevoir que les choses ne sont pas telles qu'elles sont. Donc il y a plein, ils se sont vachement amusés sur le parc et sur les attractions, avec vraiment en créant des choses sur Lovecraft, sur ça, enfin, ils se sont vraiment beaucoup amusés. Et c'est vrai que c'est très sympa, on ressent vraiment ce parc attraction horrifique, et on a envie de savoir la suite. Donc franchement, un bon dessin,
une histoire bien menée et un bon concept. Moi, j'ai apprécié. On continue avec le deuxième tome du Royaume sans nom, chez Glénat, de Anna Redek et Lou. Une histoire qui est censée et qui sera en 3 tomes. Moi j'aime bien quand on connaît vraiment la fin de l'histoire. Après il faut des fois se méfier avec l'histoire de cycle, mais là en 3 tomes ça a l'air bien parti. Alors cette saga avait un peu, certains avaient un peu décrié en disant bah c'est les 5 terres de chez Glénat, parce que ce sont des animaux avec voilà le roi c'est un lion, ça fait penser effectivement au premier cycle des 5 terres. Et puis on a voilà tous ces animaux anthropomorphiques, et donc du coup on se retrouve avec un dessin qui fait très dessin animé. On se croirait un peu dans un dessin animé de Disney, avec vraiment des très beaux dessins d'animaux, et une histoire de succession entre lions et d'un jeune prince qui ne veut pas tuer son père et prendre sa place. C'était un peu le thème du premier tome. Et dans ce deuxième tome, le prince est devenu roi. Il y a quand même des belles doubles pages. Et ça se démarque quand même vraiment des 5 terres, puisqu'il y a un récit qui paraît comme ça un peu très coloré, très mignon. Et en fait, les personnages font un peu voilà, dessin animé, mais c'est quand même très violent. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de scènes un peu violentes. Donc, c'est étonnant parce que ça vient un peu se faire, vous voyez, par exemple, avec ce dessin. Et on passe d'un état à l'autre avec des conspirations et des personnages qui luttent pour le pouvoir. C'est pas mal du tout. Moi, j'ai bien aimé. Et même si je pense pas que ce soit au niveau des 5 terres, qui a beaucoup plus de profondeur, on passe quand même un bon moment et le dessin est pas mal du tout. Il fallait parler du Royaume sans nom. Ensuite, on va parler d'un roman graphique chez Sarbacane, de Jean-David Morvan au scénario et de Roberto Mélis au dessin. L'honorable partie de campagne d'après le roman de Thomas Roca. Voilà, et là on a un dessin en bleu et en rouge. On se retrouve à Tokyo en 1922 à l'exposition universelle, avec un Européen qui va se retrouver mêlé aux Japonais et aux traditions. Donc les gens, les Européens, eh bien, au Japon à cette époque-là, c'est très rare. Donc c'est une véritable attraction, cet homme-là. Et il va découvrir eh bien, les mœurs des Japonaises, les traditions du Japon, en tombant plus ou moins amoureux d'une jeune fille, voilà, et qui va essayer de séduire. Il va surtout essayer d'aller se promener avec, ce qui n'est pas forcément une partie gagnée à cette époque-là, puisqu'il faut être accompagné par d'autres hommes. À cette époque, les femmes ne devaient pas se promener seules avec un homme. Voilà, il y a plein de tout ce qu'on peut voir sur le Japon, et de beaux dessins. Et voilà, c'est le scénariste de Madeleine Résistante. On se retrouve aussi un petit peu avec ses couleurs bleutées. Voilà, c'est pour ceux qui aiment vraiment le Japon et qui voudraient se plonger dans l'esprit japonais. Et on est toujours surpris par toutes ces traditions qu'ils ont, qui sont bien différentes des nôtres. Donc très dépaysant et intéressant. 22 € chez Sarbacane. On continue avec l'adaptation d'un roman d'un grand auteur français de fantasy, Jean-Laurent Del Socorro, que j'aime beaucoup et dont je vous ai souvent présenté les romans. Eh bien, Dominique Monferry, qui est un très bon dessinateur, adapte ce roman chez Rue de Sèvres. Une pour toutes, on se retrouve avec un roman entre Cyrano de Bergerac et Capet d'Épée, Versailles, janvier 1688, des très beaux dessins de Monferry, avec une histoire très sur un personnage qui a existé, personnage féminin très fort, qui va étonnamment être accompagné du diable, en l'occurrence Méphistophélès, voilà, le fils du diable, et donc fils de Dieu. Et donc du coup, Méphistophélès, il va essayer de la séduire. Il y a un jeu de dupes entre les deux. Il veut lui faire signer un pacte avec le diable. Et cette jeune femme qui fait de l'escrime, qui chante, qui est pleine de vie et qui a décidé de ne pas se laisser
faire par les conventions de l'époque, voilà, va essayer de tout faire pour garder sa liberté. Elle va, voilà, elle va défier tout le monde et refuser le mari qu'on lui offre obligatoirement. C'est un beau dessin, c'est généreux, c'est enlevé. Il y a plus de 120 pages, donc c'est une BD très généreuse, avec un personnage qui a vraiment existé, voilà, Julie Maupin, et dont à la fin on a un petit peu la vraie vie, bon, qui a été romancée. Donc Monferry, il avait fait Mortel Imprévu, que j'avais beaucoup aimé, et la Neige en deuil. Et voilà, si vous aimez voilà, le côté un peu capé d'épée, quelque chose d'assez écrit, un personnage féminin très fort, c'est très féministe, très ouvert, tout en étant dans un cadre assez ancien. Donc c'est bien dessiné et j'ai beaucoup aimé. Une pour toutes. Ensuite, les éditions Dupuis nous sortent un petit thriller en 2 parties, American Parano de Bourris et Varela, tome 1 Black House, avec une enquêtrice, une nouvelle enquêtrice, la jeune Kim Tyler, on est en 1967, qui va se retrouver face à de l'occulte et de l'ésotérique, voilà, avec un meurtre. Alors les dessins sont très modernes, avec des couleurs et des styles un peu roman graphiques, voilà, c'est un style un peu différent. Et si on aime bien le dessin, franchement, l'enquête est très sympa. Et donc, Kim Tyler a retrouvé un meurtre, un cas d'une jeune femme trouvée nue avec un symbole, un pentagramme sur le ventre dessiné. Et donc, elle va enquêter sur une espèce de personnage très trouble, moitié comte Dracula, moitié sorcier, et elle va mener l'enquête, et en même temps, au fur et à mesure de l'histoire, on va en apprendre un peu plus sur elle, puisque elle est la jeune enquêtrice, elle a pris la place de son père, qui s'est suicidé, voilà, donc on en apprend un peu plus sur son histoire au fur et à mesure de l'enquête, qui va la mener voilà, auprès de prêtres et de maisons lugubres, et de personnages assez étranges. Voilà, c'est sympa. Si on adhère au dessin, je pense que voilà, on aura plaisir à suivre ces enquêtes. Et c'était assez sympa. J'ai hâte de voir la fin de l'histoire. On continue dans du policier et dans du trait noir, puisque là, on a du roman noir, de la BD noire, 3 touches de noir. C'est une collection en 3 tomes du scénariste Pelaez, avec Labiano au dessin. Donc Pelaez, en ce moment, il fait un nombre de BD incalculable, mais souvent, elles sont toutes très bonnes. On n'est jamais trop déçu. Donc ça, c'est chez Glénat. Et donc là, on se retrouve dans l'Oyo en 1936, où on a donc une histoire voilà, tout en noir, en gris et en bleuté, très très sombre, avec un beau dessin, où on a eh bien, un ancien malfrat qui a trahi son patron, qui l'a balancé, qui a essayé de le voler, et qui donc est un peu poursuivi par ça. C'est l'époque d'Eliot Ness, Al Capone et tout ça. Donc là, on se retrouve vraiment avec du grand banditisme. Et ce personnage qui a, du coup, la mafia s'est vengée et lui a envoyé sa femme découpée dans une boîte. Voilà, il a tout perdu, il est au fond du trou, comme on dit, et il essaye de vivre et de survivre et de s'en sortir. Et dans ses pérégrinations, il va retrouver une femme qui va l'accompagner et dont il va s'éprendre. Mais bien sûr, le crime rôde entre serial killer, mafia et tueur à ses trousses. Voilà, il va essayer de s'en sortir. Et c'est noir et c'est très bien dessiné. Très bonne histoire, très, très dense, solide, en un seul tome. Il y aura 3 tomes, mais ce sera 3 histoires différentes. Et à la fin, on a un petit cahier sur le film noir, le genre, les origines, les films. Voilà, on sent qu'on a affaire à des spécialistes du film noir. Et c'est très intéressant, avec une biographie sélective de ce qu'il y a à voir et à lire sur le sujet. Quelque chose de froid chez Glénat, pour ceux qui aiment le polar. Alors là, on part sur de la fantasy, avec West Fantasy de Jean-Luc Istin, Benoît et Nanjan. On se retrouve avec le premier tome, le premier totem, le nain, le chasseur de primes et le croque-mort. Alors il y en a tout de suite qui verront là, on se retrouve un peu avec le style de couverture de nain, mage, le monde
d'Aquilon, d'Aran, eh bien c'est pas un hasard, puisque Jean-Luc Istin, c'est lui qui a mis en place tout ça, et il est parti de chez Oxymore, nouvelle maison d'édition, pour faire une nouvelle série qui va mélanger, alors là on a, vous voyez, 5 totems, 5 tomes, avec des personnages qui vont se retrouver, qui vont faire le lien entre les différents tomes, dans un monde de l'Ouest américain, mais version fantasy. Alors ça n'avait pas été trop fait encore, je crois. Et donc c'est très sympa, parce que moi j'aime beaucoup ces histoires d'Ouest américain, de cow-boy, avec des nains, des orques et tout le bazar. C'est pas mal, surtout que le ton est très mature, très badass, avec des personnages durs à cuire, des dialogues qui envoient bien. Le dessin est très bien, très sympa. Et donc, entre ces différents personnages que visiblement rien ne devait rapprocher, le nain et sa mine, ça paraît logique, hein, le nain et la mine d'or, le croque-mort et le shérif, un peu une équipe de bons, la brute et le truand, qui vont avoir affaire à une menace occulte, voilà, une sorte de mort-vivant qui va venir et sur lequel ils vont se battre. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette histoire qui, dans le genre, est plutôt le haut du panier, bien dessiné, bien scénarisé, avec un côté très... les dialogues sont très punchy, ça peut... Voilà, c'est surprenant, parfois même. Et donc j'ai beaucoup aimé, je lirai, je pense, avec beaucoup de plaisir la suite des aventures de West Fantasy et de cette nouvelle maison d'édition Oxymore. On continue avec un roman graphique, vous avez sûrement entendu parler du Problème à trois corps, le roman de Liu Cixin, le chinois, qui est en ce moment adapté sur la série à un gros budget par les auteurs de Game of Thrones sur Netflix. Donc forcément, ça ressort en roman, en poche. Voilà, moi je suis en train de lire le livre de poche et je vais m'attaquer à la série. Et donc ça sort aussi en roman graphique. J'étais curieux de voir ça. C'est chez le Rayon Imaginaire. Alors pas de nom de dessinateur, étonnant. Il n'y a que le nom de l'auteur. Qui a supervisé cette adaptation, donc déjà on se dit c'est quand même un peu bizarre. Et pour retrouver le nom du dessinateur, il faut vraiment aller chercher ici. Xudong Kai, et puis les scénaristes Jin Kai, Twilight Lu et Silver. Voilà, c'est un peu étonnant, c'est vraiment Liu Cixin qui est super mis en avant, et qui fait même la préface du roman graphique. Et on se retrouve après avec un style de dessin type manga, type animé japonais. Voilà, c'est plutôt pas mal fait. Franchement, c'est pas mauvais comme dessin, c'est coloré, c'est mis en scène. Voilà, ça tient la route, avec des bulles assez grosses et des textes assez type manga. Mais voilà, c'est généreux comme image et comme pagination. Ça coûte, j'ai pas le prix, mais c'est dans les 25 €. Et donc le premier trois corps, qu'est-ce qui se passe? On a des scientifiques qui sont retrouvés, ils se suicident par vague, et donc un jeune chercheur est amené par les militaires à être amené à enquêter sur ces chercheurs suicidés et à rentrer dans un club de chercheurs qui s'appelle aux frontières de la science, puisqu'apparemment il y a un gros problème sur la science, puisque les expérimentations ne donnent, avec les lois de la physique, pas la même chose à chaque fois. Et ça les fait dégoupiller les chercheurs. Et donc, visiblement, il y a un gros problème, quelque chose de beaucoup plus ample. Liu Cixin, il fait souvent, il y avait déjà eu une collection de BD qui avait adapté ses nouvelles et ses romans. C'est vraiment de la hard science, avec des concepts qui sont vrais et poussés à l'extrême. Et là, voilà, ce jeune chercheur va se mettre à voir un compte à rebours sur ses photos, sur sa rétine, un compte à rebours, mais où est-ce qu'il va aller ce compte à rebours? Et on va se retrouver projeté dans des concepts terribles. Voilà, donc là, je déflore pas plus l'histoire, même si je l'ai mal résumé. Le problème à trois corps, il y aura donc, il y a déjà les dates, en juin 2024 le tome 2, tome 3 septembre, tome 4 décembre et tome 5 février 2025, donc c'est déjà annoncé, donc quand même pas mal de paginations qui traiteront l'ensemble de l'œuvre de Liu Cixin. Donc moi j'ai envie de savoir la suite. En tout cas, j'ai bien aimé, même si le dessin n'est pas extraordinaire, c'était quand même intéressant, le scénario est très dense. Ensuite, on passe sur chez Soleil, Red Gun de Godin Massaglia Faccio, tome 1, La Voix du sang. Donc une nouvelle série
sur la création de la ligne de voie de ferrée aux États-Unis en 1886, hein, le transcontinental, où on va suivre un nouvel héros qui a un pistolet rouge, d'où le Red Gun, qui va faire des enquêtes un peu le long de cette voie ferrée, un peu comme dans la série Hells on Wheels, pour ceux qui connaissent. Et alors c'est bien dessiné, franchement, et chaque histoire est autoconclusive, un petit peu comme les épisodes de Mentalist, par exemple, où on voit vraiment le héros résoudre une enquête à chaque fois, et il y a quand même une histoire de fond, où on en apprend un peu plus sur le héros, et sur cette aventure du transcontinental. Voilà, donc ce personnage qui est un peu cow-boy, mais en même temps un peu détective. L'ambiance de ces camps autour de la voie ferrée, et voilà, et puis des manigances. C'est bien dessiné, c'est mature, on a envie de connaître la suite de l'enquête, le personnage est attachant, donc franchement, plutôt une bonne pioche. Il faut aimer le western, il faut aimer le policier d'enquête. Ensuite, on continue chez Urban avec la deuxième intégrale de la réédition de Lazarus de Greg Rucka et Michael Lark, volume 2. Ça coûte 40 €, mais en même temps c'est fort en pagination, puisque, c'est pas marqué, mais vous voyez, il y a plus de 230 pages là au moins. Donc voilà, il y a quand même une belle pagination. Lazarus, c'est un concept qui est très sympa. Ce sont des familles qui dirigent les États-Unis. Chaque famille dirige un pays. Voilà, les familles sont de véritables multinationales qui contrôlent les pays. Donc il y a un côté un peu histoire de famille entre eux, tout en étant dans un monde un peu post-apocalyptique, très militarisé, où ces familles s'affrontent. Et elles s'affrontent à coups de Lazars. Les Lazars sont des guerriers super puissants qui défendent les familles. Ils sont souvent modifiés, quasiment invincibles, et un peu comme Ghost in the Shell, ces créatures se demandent s'ils ont vraiment été uniquement créés, ou s'ils sont vraiment nés, ils sont vraiment partie de ces familles. Et donc dans ce deuxième tome, dans le premier tome, c'était vraiment le conflit d'une famille, la famille américaine là, et maintenant ça s'étend, on voit d'autres familles, il va y avoir un regroupement d'ailleurs de toutes les familles, et on va voir du coup plusieurs Lazars. On va aussi voir l'historique de ces Lazars. Il y a donc les histoires de ces familles, et en même temps, ce qui est sympa, c'est que dans chaque histoire, on a aussi l'histoire d'anonymes, entre guillemets, et de voir leur trajectoire qui vont aux uns des autres. Le dessin est franchement très sympa, c'est assez dense le scénario, le concept est très bien foutu. Ils ont été, voilà, on voit la map monde avec tous les différents types de familles, et puis ils ont été jusqu'à faire des publicités, des tas de choses sur cet univers. Ils ont vraiment développé leur univers, et moi ça j'aime bien quand on développe vraiment un univers et qu'on essaye vraiment d'y rentrer de plein pot. Donc toujours très très bien, Lazare, j'attends la réédition de la fin. Ensuite, dans la collection Air Libre, deux titres qui renvoient l'un à l'autre. Alors on va commencer, alors c'est Le Convoi et Barcelone Âme Noire. Alors, d'abord Le Convoi, c'est la réédition d'une BD qui était sortie il y a quelques années en 2 tomes, et que là ils ressortent en 1 tome, puisque c'est les mêmes auteurs qui ont fait Barcelone Âme Noire, donc on en profite. Le Convoi de Torrent et Lapierre, ça parle de la guerre d'Espagne, du franquisme, et d'une jeune femme dans les années 70 qui va apprendre que sa mère a fait une crise cardiaque à Barcelone. Or, sa mère, émigrée espagnole, avait dit qu'elle n'y retournerait jamais. Donc elle va partir pour la voir, et son couple va mal, et elle se cherche, elle ne sait pas trop où elle en est, et elle va se retrouver là-bas avec son beau-père. Son père est disparu pendant cette période-là. Donc il y a toute une histoire de l'Espagne, vue donc de ses souvenirs de jeune fille, toute cette histoire qui va être racontée. Et bien donc elle va comprendre pas mal de choses sur elle-même, tout en montrant cette histoire incroyable de
je cherche le mot, la retirada, voilà, la retirada, c'est expliqué à la fin du livre, c'était ces Espagnols qui avaient fui donc du coup le fascisme de Franco, qui étaient partis justement, ils n'avaient pas le choix, ils avaient perdu la guerre, et plutôt que de vivre sous cette tyrannie, ils étaient partis immigrer vers la France, qui les a pas du tout accueillis, qui les a très mal reçus et qui les a mis dans des camps. Camps où ça a été des conditions terribles, où ils ont séparé les hommes et les femmes, camps où ben, il y a eu la guerre qui est arrivée du coup de 40, les hommes ont été déportés dans les camps de concentration, bref, ça a été horrible. Et donc ces gens-là, eh bien, ont toute une histoire, et c'est incroyable cette histoire de la guerre d'Espagne. Donc vraiment un super roman graphique sur une période vraiment très bien traitée avec de l'intime et de la grande histoire. Bon, je l'ai trouvé très très bien. Et là, du coup, Lapierre et Torrent se sont adjoints Pelero, Pardo, Jacopi pour les aider à faire Barcelone-Âme Noire, une belle équipe qui va parler un petit peu bien de la suite du franquisme en Espagne, puisque quand la guerre de 40 s'est terminée, eh bien, Franco il n'a pas été destitué, il a continué à sévir, et là on a une histoire de meurtre dans ce Barcelone, avec ces personnages qui essayent de s'en sortir, avec la police qui est omniprésente. Et donc, on suit le destin de Carlos, un jeune homme dont la mère est retrouvée assassinée, mutilée, qui va aller, du coup, qui va être une trajectoire incroyable de ce garçon, qui va essayer de se construire, et on va voir tout son destin. Il va devenir un peu contrebandier, mafieux, homme puissant, et donc toute sa trajectoire au fur et à mesure de ces années. Et puis en même temps la résolution de ces crimes et de ces meurtres. On a voilà, accès à toutes ces années. C'est très bien dessiné, c'est très fluide, c'est très beau. J'ai un peu moins aimé que Le Convoi, parce que je trouvais que c'était un peu moins intime, ça m'a un peu moins parlé, mais franchement c'est très solide. Et c'est un très bel objet, une histoire complète. Barcelone, Âme Noire sur cette période, avant et après la guerre d'Espagne. On arrive avec les BD les plus, vraiment, celles que j'ai préférées ce mois-ci. Hein. On avance, on avance, on avance. Et j'ai beaucoup aimé Carcajou, chez Sarbacane, de El Diablo et Gillian Deroche. Une histoire complète, 26 €. Voilà. On se retrouve dans le Canada, avec les Indiens, la conquête voilà, de ces pays, des chercheurs d'or, et donc un personnage qui s'appelle Carcajou, et qui a décidé de récupérer le terrain qu'avait acheté son père. Il est moitié indien, il veut chercher de l'or, il se dit qu'il va être tranquille, puis il se fait attaquer par une sorte de diable de Tasmanie, hein, ces animaux, voilà, ces grosses bestioles qui va le tuer, et il va en prendre la peau. Et puis on va te retrouver des années plus tard, avec, je sais pas si c'est un de Tasmanie, d'ailleurs je dis peut-être des bêtises, mais enfin, c'est un gros animal. Et donc on le retrouve des années plus tard en 1895, dans une ville voilà, qui s'est développée, avec des personnages, il y a le mania, voilà, il y a l'homme qui a tout racheté, qui veut faire du pétrole, il y a la teneuse du saloon, voilà, tous ces personnages, il y a le shérif qui a un peu de mal. Tous ces personnages-là sont très bien décrits et vont s'entrecroiser dans des histoires. C'est bien écrit, on se croirait dans Deadwood. Voilà, c'est très bien fait. Et ce personnage un peu mythique, qui craint par tous les villageois de Carcajou, qui va être forcément, puisqu'il est différent, le bouc émissaire. On va avoir des crimes, et forcément les villageois vont penser que c'est lui, et donc ça va s'embraser, comme souvent. On va essayer de lui faire la peau, et on a vraiment une longue histoire intéressante, bien menée, bien dessinée, vraiment très bien faite. On accroche complètement, plus de 220 pages, et voilà, c'est très très bien fait. On a vraiment, c'est dessiné comme des romans graphiques. C'est moderne, c'est bien fait, c'est beau, et c'est très très bien. Vraiment un très très bon moment de lecture. Carcajou, je vous le recommande. Je vous recommande aussi
Rivage lointain, d'Anaïs Flony, dont c'est la première BD, je crois, chez Combo. Une histoire complète, aussi très généreuse. Vous voyez, quand même, quand on a des BD de plus de 230 pages, vous n'achetez pas non plus un petit tome à 50 pages. Vous avez une belle et profonde histoire. Quand le dessin est bien, là, c'est assez moderne, c'est bien fait, c'est bien dessiné. On est au carrefour de tout en termes d'illustration. On suit la trajectoire aussi, là, comme tout à l'heure, d'un jeune homme qui est immigré italien. On est aux États-Unis en 1938 à Chicago. On se croyait dans Il était une fois en Amérique. Ce jeune homme veut aller, voilà, veut percer. Il en a marre de son boulot de serveur, de ne rien gagner. Et un jour, il va croiser la route d'un gangster, d'un bandit qui est magnifiquement habillé et sur lequel il va complètement flasher. Et il va vouloir que cet homme le prenne sous son aile. Ce qui va se produire, cet homme-là va le prendre sous son aile et même plus loin, puisqu'ils vont devenir amants. Et ça va être véritablement son Pygmalion. Et cette relation où il va essayer de le faire rentrer dans les affaires, dans la mafia, eh bien, va progresser. Il va commencer à monter les étages. On voit très bien son ascension petit à petit dans la pègre, on va dire, avec toutes les familles qu'il va croiser. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que, outre ces affaires de mafia, de crime, eh bien, il y a cette relation entre ces deux hommes qui est une relation toxique, voilà, et qui montre bien l'emprise que peut avoir certaines personnes et ce qu'ils peuvent amener à faire. Et donc finalement, c'est une histoire d'amour toxique entre ces deux hommes au milieu de la PEC. C'est très bien mené, c'est très bien colorisé, mise en page, avec des différents types de police. Le dessin est très lisible, tous les visages, expressions sont lisibles, on mélange jamais les personnages, il y a un côté très poétique, voilà, c'est franchement totale réussite et très 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 bon titre que Rivage lointain. On arrive avec les deux dernières BD, eh bien, L'Abomination de Dunwich, un manga, les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Vous savez, la vénération que j'ai pour Gutanabe, ça c'est le tome 2. Voilà, c'est absolument excellent. Voilà, vous avez l'Abomination de tome 2 de l'Abomination de Dunwich, c'est les romans de Lovecraft qui sont toujours adaptés dans ce noir et blanc incroyable. On n'est pas dans du manga, on est dans beaucoup plus que ça, l'éditeur le sait. C'est pour ça qu'il fait ses couvertures en simili-cuir, pour vraiment que ça sorte du lot, même si le manga c'est très bien, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et donc là, on a toujours cette histoire de famille complètement étrange, reculée au fin fond de la campagne américaine, qui va avoir affaire à ce livre maudit, le Necronomicon, des créatures. Quelle est cette créature qui est tapie dans cette grange? L'horreur monte en pression dans ce deuxième tome. On se dit, est-ce qu'il va finir? Non, il y aura bien un troisième tome pour finir. Et voilà, la dévastation arrive. Les créatures plus horribles les unes que les autres arrivent. Et on en est confronté à l'horreur pure. Franchement, c'est magnifique. Il est trop fort, Gutanabe. On a tellement envie de voir toute cette adaptation de Lovecraft. C'est absolument génial. Et on n'est jamais déçu. Le seul truc, c'est qu'on a toujours envie d'avoir plus. Donc il y aura bien un tome 3. Jusqu'à présent, il avait fait en 2 tomes les grosses nouvelles de Lovecraft. Mais là, il élague un peu plus. Très très bon, je vous le recommande absolument cette série si vous n'avez pas commencé. Et puis la BD du mois, c'est le big blockbuster que tout le monde attendait dans tous les radars de sortie. Tout le monde s'était dit oulala, La Route, l'adaptation du roman de Cormac McCarthy par Manu Larsenet chez Dargaud. Forcément, c'était ultra attendu. Le rapport de Brodeck, c'était déjà magnifique. Voilà, Manu Larsenet, Blast, enfin voilà, il a fait plein de choses extraordinaires. Et là, La Route, on s'attendait à un noir et blanc, à un dessin incroyable. Eh bien, on est dans ces couleurs très sombres. Alors, noir, c'est noir. On est dans du post-apocalyptique. D'entrée, tout explose, tout brûle, tout est poussière et cendre. Et on va se retrouver donc dans ces tons avec un père et son fils qui essayent de survivre
dans des conditions impossibles. Ils sont tout le temps dans la poussière, ils n'ont rien à manger, le monde a complètement sombré. Et donc l'auteur va vraiment, avec des tas de cases, avec très peu de dialogue, va vraiment nous montrer ce que c'est que cette vie au quotidien de survie. Voilà, c'est vraiment très 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 bien fait. Tout est dessiné au millimètre, tout est détaillé, tout est réfléchi. Voilà, c'est superbe, c'est poignant cette histoire entre ce père et ce fils qui, le père sait que l'inéluctable va arriver, il essaie de préparer son fils à survivre, à continuer à survivre. Ils vont croiser des cadavres, ils vont croiser des vivants qui sont plus terrifiants que les cadavres, des visions, comme dit le père, qui restent dans la mémoire. Il lui demande de ne pas regarder, mais l'enfant lui dit qu'il a déjà vu. Voilà, des cauchemars éveillés. Et en fait, ils vont croiser des bandes terribles, des sectes noires, dont on voit qu'ils sont tombés complètement dans la barbarie, comme dans Mad Max, ou des choses comme ça, ou Walking Dead forcément auquel on pense. Voilà, c'est très très bien fait, c'est très très beau, ça fait plus de 150 pages, c'est une histoire complète. Voilà, c'est une qualité de dessin phénoménale. Donc voilà, c'est tout à fait réussi. On pouvait penser, on pouvait se dire, ah oui, mais peut-être que non. Bah non, on l'attendait, il est là. Ah bon, alors je vous préviens tout de suite, c'est pas ça qui va vous remonter le moral. C'est peut-être à lire un jour où il fait très beau. Là, on arrive au printemps, on sort de l'hiver et de la pluie, donc c'est peut-être voilà. Mais c'est sûr que c'est hyper hyper noir. Mais et puis ça fait peur aussi. Ça fait peur quand on se dit que voilà, notre société, voilà, c'est vraiment ce qui pourrait se passer si elle explosait, si vraiment on passait dans un univers comme ça, post-apocalyptique. C'est très réaliste, on va dire. On n'est pas avec des zombies et des choses voilà, qui ne sont pas réalistes. Là, on est vraiment dans le réalisme pur et dur et la nature humaine poussée à son paroxysme. Voilà, c'était la BD du mois avec tout ce que j'ai pu vous présenter. Il y a vraiment de très très belles choses. On va passer avec maintenant le concours. Alors j'ai mis les petits noms là-dedans. Attention, il y en a un qui est sorti, il ne faudrait pas qu'il ne puisse pas participer. Pour vous faire gagner Monica, hein, qu'est-ce que t'en penses? Hop, ouais. Allez, Monica, donc Monica, c'est le Fauve d'or de cette année de Daniel Close. Super BD, voilà, très pop culture, très, avec des couleurs incroyables, années un peu 70, avec des histoires délirantes. Allez, je touille pour vous faire gagner cette BD. Je touille, je touille, je touille. Et je sors Rico Coco 3136. Voilà, il m'envoie un mail Rico Coco à contreventblog @gmail.com et je lui enverrai avec grand plaisir cette BD par la poste ou Mondial Relais éventuellement s'il a truc pas loin de chez lui. Voilà pour cette review du mois de mars. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à partager, à mettre des pouces, tout ce qui va bien pour continuer vraiment à booster la chaîne. Et puis je vous retrouve bientôt avec plein de choses, des beaux livres, des romans, des BD et des thèmes sur Contrevent Pop Culture. Merci et à bientôt. Au revoir.